Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel Goya. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes historien militaire, ancien officier des troupes de marine. On vous connaît bien, notamment sur BFM TV, puisque vous faites partie de ceux qui nous ont accompagnés dans la découverte, puis presque l'habitude. Et heureusement, vous êtes là ce matin pour nous dire qu'il ne faut pas s'habituer. L'habitude de cette guerre qui dure depuis désormais plus d'un an, la guerre en Ukraine. Vous publiez L'ours et le renard, histoire immédiate de la guerre en Ukraine. Vous vous faites historien des temps contemporains. On va revenir sur la menace qui ne faiblit pas pour l'Ukraine, mais aussi pour nous. Et la question aussi de la réponse et de la préparation avec cette loi de programmation militaire. Est-ce qu'elle est à la hauteur? Mais d'abord, ce qui s'est passé hier, une nouvelle attaque de drone à Kiev, que Volodymyr Zelensky dit être la plus importante depuis le début de l'invasion russe. Une attaque qui a fait 2 morts et 3 blessés. Une attaque par drone. Et qu'est-ce que ça dit de l'état des troupes russes, Michel Goya? Alors effectivement, c'est la plus grande attaque de drones sur les villes ukrainiennes. Ce que ça dit en creux, ça dit que les Russes n'ont plus beaucoup de missiles. C'est-à-dire qu'habituellement, et pour avoir un véritable effet sur à l'intérieur du territoire, les Russes utilisaient des missiles de croisière, des missiles balistiques, des choses beaucoup plus puissantes. Alors ils en ont toujours, mais visiblement, ils ne sont plus capables de faire avec ça toutes les salves de frappe qu'ils faisaient régulièrement depuis le début de la guerre en réalité, mais surtout depuis le début de novembre sur les installations électriques. Par exemple, avec des drones, vous n'allez pas paralyser le réseau électrique. C'est un drone, c'est l'équivalent d'un obus d'artillerie. Voilà, les obus d'artillerie, les Russes en utilisent des milliers tous les jours sur la ligne de front. Et voilà, ils en envoient une cinquantaine, un peu plus, en profondeur. Ça veut dire que quand on le prend au pied de la lettre, quand on le prend littéralement avec la naïveté dont je peux faire preuve, par exemple, moi quand je lis ça, quand je vois que Volodymyr Zelensky dit c'est l'attaque la plus importante, moi je m'inquiète. Vous, à l'inverse, vous le lisez comme le signe d'un début de faiblesse peut-être. Oui, alors ça fait un certain temps déjà que les Russes clairement manquent de capacité de frappe à l'intérieur du territoire. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'avion de combat, c'est trop dangereux pour eux. Il n'y a plus beaucoup de missiles, on l'a dit, de missiles de croisière, de missiles balistiques, des choses puissantes. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, il précise, il dit « Je salue les héros de la défense anti-aérienne ». Parce que cette défense anti-aérienne, elle est extrêmement solide. Oui, effectivement, c'est ce qui protège le ciel ukrainien et ce qui donc protège aussi la population, les villes de ces attaques à l'intérieur. Donc ça, c'est une donnée absolument fondamentale de cette guerre. Maintenant, pourquoi les Russes font-ils ça? Sachant que ça, en réalité, n'a pas beaucoup d'efficacité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça montre d'une part qu'ils continuent à faire quelque chose. Ils ont besoin de montrer qu'ils ont une action sur les Ukrainiens, ne se contentent pas de subir ou d'attendre sur la ligne de front. Et puis d'une autre façon, plus prosaïquement, plus tactiquement, militairement, c'est une manière aussi d'attirer sur dans la défense des villes des moyens. Parler de la défense aérienne. Détourner peut-être l'attention depuis de la ligne de front, détourner les moyens. Détourner surtout des moyens de la ligne de front. Donc tous ces armements qui servent à détruire des drones qui protègent Kiev par exemple et les grandes villes, mais ils ne sont pas sur la ligne de front où, pour le coup, ils ne frappent pas, ils ne sont pas utilisés contre des moyens russes sur la ligne de front. On va en parler de cette ligne de front, puisque dans votre livre, vous parlez de la guerre en Ukraine comme la suite des guerres dites classiques, des guerres qu'a traversé le siècle, c'est-à-dire soit une victoire rapide, soit un front qui s'enlise. Mais justement, sur ces questions de nouveauté, c'est-à-dire la multiplication des attaques par drone, y compris sur Kiev, mais aussi de l'autre côté de la frontière, sur le territoire russe, il y a eu, pour la première fois ces dernières semaines, des attaques sur le sol russe. Oui. Qui les a commises? Est-ce que c'est une stratégie? Et est-ce que ça peut faire basculer les choses? Alors les attaques aériennes, la particularité de ce conflit, c'est qu'on n'y voit pas beaucoup d'avions de combat, on ne voit pas beaucoup d'hélicoptères, on ne voit pas beaucoup d'humains dans le ciel en réalité. Donc c'est une guerre de robots qui s'effectue dans le ciel par des drones, par des missiles. Voilà, ça c'est effectivement quelque chose de nouveau, même si on l'a déjà vu depuis quelques années dans d'autres conflits. Pourquoi? Parce que le ciel est trop dangereux. Pour des avions, il y a trop de missiles, il y a trop de défense, donc c'est très compliqué de part et d'autre d'utiliser ces moyens, et donc on fait autrement. Donc on fait des frappes en profondeur avec d'autres moyens, et ces frappes, elles sont utiles pour
pour essayer d'affaiblir l'adversaire, son moral éventuellement. Ces frappes, elles ne sont pas suffisamment, je termine juste, elles sont pas suffisamment puissantes pour détruire complètement les possibilités adversaires, mais elles sont aussi très largement symboliques, même si elles font des dégâts, même si elles font des victimes, bien sûr. Mais il s'agit de montrer que voilà, le territoire de l'adversaire est accessible. Mais ça veut aussi dire qu'en effet, cette frontière entre l'Ukraine et la Russie, qui jusqu'alors n'avait pas été franchie, c'est-à-dire que la guerre, elle ne se situait que dans l'attaque de la Russie sur le sol ukrainien. Le fait qu'il y ait quelques incartades, quelques ouvertures sur le sol russe, ça a l'air de mettre mal à l'aise les Américains. Je cite le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, qui dit « Nous ne voulons pas encourager ou permettre cela. Nous ne voulons certainement pas qu'un équipement fabriqué aux États-Unis soit utilisé pour attaquer le sol russe. » Il y a une forme d'inquiétude. Est-ce que ça ne constitue une nouvelle forme d'escalade ? Justement, le risque pour les Américains, la peur des Américains, c'est ça, c'est qu'il y ait une escalade. C'est d'être entraîné oui, parmi eux de manière officielle dans le conflit. Oui, alors dans les faits, ces raids à l'intérieur du territoire russe, ces frappes sont relativement de faible importance malgré tout. Et c'est beaucoup moins important, par exemple, que toute l'aide matérielle que fournissent les États-Unis à l'Ukraine. Hein. Ça a un impact, une influence beaucoup plus importante sur le conflit. Sauf qu'il y a une ligne rouge, c'est le cas de le dire, c'est la fameuse frontière. C'est-à-dire que le fait que ces avions américains puissent passer au-dessus, même s'ils ne sont pas dirigés par des pilotes, il n'y a pas de pilote américain dedans, il n'y a pas de GI américain, mais ça les implique, ça les fait devenir plus officiellement partie prenante. Comment dire, c'est le risque, c'est effectivement ce sont un prétexte pour les Russes, peut-être. Oui, bien sûr, mais ça nourrit le narratif russe, comme on dit, d'agression de l'OTAN. Pour les Russes, cette guerre est présentée comme une guerre défensive, voire un peu préventive, mais défensive contre un grand complot de l'OTAN. Et tout ce qui peut nourrir cette... ce discours, finalement, fait le jeu de Vladimir Poutine, avec ce risque Ça lui donne un argument. Oui, c'est un argument. Est-ce qu'il peut pour autant, et on se souvient au début de la guerre, de la difficulté à définir le mot de co-belligérant, est-ce que l'utilisation de matériel américain au-dessus de la frontière russe peut faire des Américains des co-belligérants ? Non, à partir du moment où vous n'avez pas de soldats américains qui combattent, vous n'êtes pas co-belligérants. Les Américains, ils se rappellent très largement que pendant la guerre du Vietnam, Moscou avait envoyé pour des milliards de dollars d'équipements au Nord-Vietnam et qu'énormément de soldats américains avaient été tués par de l'équipement soviétique, notamment des missiles antiaériens, par exemple. Non, la vraie peur des Américains, des Occidentaux, c'est l'escalade. C'est l'escalade, c'est-à-dire que ça provoque une montée en puissance, que ça provoque une mobilisation de la nation russe, que ça provoque une escalade dans l'échelle, enfin, on va dire autrement, ça provoque des réactions et des rétorsions. Mais alors, Michel Goyard, je reviens à ma question. Qui a fait ces attaques ? C'est-à-dire que si les Américains, rechignent et même estiment nécessaire de faire cette mise au point pour dire doudou, on n'a rien demandé de tout ça, on ne souhaite pas et on ne veut pas encourager ce genre d'attaque sur le sol russe, qui a intérêt à provoquer ce genre d'attaque ? Est-ce que Volodymyr Zelensky est à la manœuvre ? Est-ce que véritablement cette stratégie de dépasser la frontière russe lui est utile ? Oui, alors, point de vue... Ou est-ce que c'est un accident de parcours ? Non, il n'y a pas d'accident. Non. Tout ça est utile. C'est à la fois, psychologiquement, c'est bien pour la population, de montrer à la population ukrainienne, par exemple, qu'on riposte. C'est toujours, c'est une tendance très humaine. Vos villes sont bombardées. Il y a toujours la tentation de faire un peu la réciproque, de montrer que nous aussi, on peut attaquer le territoire adverse. Maintenant, si vous faites allusion à ce raid terrestre au sol cette fois, dans la région de Belgorod par des miliciens russes, c'est d'un point de vue militaire, c'est quelque chose qui est utile. D'abord, ça montre que la frontière est très poreuse et donc les Russes sont pris en défaut. Les autorités russes n'ont pas défendu leur frontière, donc c'est une sorte de pied de nez, un camouflé, un peu comme de la même façon que lorsqu'on envoie des drones sur le Kremlin, par exemple. Donc c'est vraiment un pied de nez. Point de vue militaire, ça peut obliger les Russes à défendre un peu plus cette frontière au détriment de la ligne de front en Ukraine. C'est un point de vue politique. On montre qu'il y a des Russes, ce sont des Russes qui ont fait ce raid, qui a une opposition russe
à Vladimir Poutine, que tout le monde n'est pas derrière Vladimir Poutine, très, très clairement. Maintenant, le fait que ce soit parmi ces Russes, il y ait un groupuscule qui est clairement néo-nazi, en revanche, je pense, d'un point de vue symbolique, politique, est assez catastrophique parce que, pour le coup, on y revient. Que l'opposition à Vladimir Poutine ne vienne que de là. Oui. Précisément, c'est plutôt un argument supplémentaire de sa part. Complètement, même s'il n'y a pas que ça. Enfin, il pourrait dire que cette faction néo-nazie est proche finalement du pouvoir ukrainien, ou en tout cas des intérêts. Bien sûr, mais complètement, ça nourrit le discours de lutte contre le régime nazi en Ukraine. Un discours qui est complètement absurde, mais qui peut se nourrir effectivement des éléments plus concrets. Michel Goya, on va revenir sur cette contre-offensive dont on dit qu'elle est imminente de l'Ukraine, mais encore un mot sur ces frontières qui bougent et cette question aussi de déplacement, y compris d'armes, puisqu'il y a eu le déplacement d'armes nucléaires russes vers la Biélorussie. L'Union européenne s'en inquiète et dit que ça constitue une nouvelle menace. Est-ce le cas ? Matériellement, non. C'est-à-dire, ça ne change rien que des quelques têtes nucléaires, soit sur le sol russe ou soit à côté sur le sol biélorusse avec des missiles et des avions qui peuvent les lancer. Matériellement, militairement, ça ne change rien. Maintenant, tout ça est un acte évidemment éminemment politique, purement politique. Il s'agit pour les Russes à la fois de prendre en otage un peu la Biélorussie, dire voilà, la Biélorussie, elle a l'air d'être un otage volontaire. Oui, enfin, au moins, ses dirigeants, on peut forcer. La Biélorussie a modifié sa constitution l'année précédente pour lui permettre justement d'accueillir des armes nucléaires. Il faut rappeler que la Biélorussie, l'Ukraine, le Kazakhstan avaient des armes nucléaires sur leur sol au moment de l'indépendance et qu'il y a eu une série de négociations pour que ces armes soient évacuées pour dénucléariser tous ces pays. Et donc c'est un retour en arrière. Oui, alors qui est encore une fois une réponse politique au fait que les Américains ont eux-mêmes des armes nucléaires de faible puissance qui sont déployées en Europe, en Allemagne, enfin dans un certain nombre de pays, que certains pays comme la Pologne demandent à ce que les Américains eux-mêmes déploient des armes nucléaires sur leur sol, qui puissent être utilisées, on appelle ça sous double clé. Ça vous inquiète Est-ce qu'il faut voir ça comme une escalade nucléaire pour le coup, ou comme une préparation à une potentielle escalade nucléaire ? Ce qui est inquiétant, c'est que toute l'architecture de contrôle des armements nucléaires qui avait été mis en place patiemment à la fin de la guerre froide, les accords SALT, etc., de dénucléarisation. Oui, de nucléarisation aussi, de réduction des armements, tout ça a volé en éclats. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Le dernier traité qui était encore en vigueur, c'était le traité New START, qui limitait le nombre d'armes nucléaires en Russie et aux États-Unis. Ce traité est désormais suspendu. Donc actuellement, il n'y a plus rien qui limite, en tout cas, la construction, la fabrication, la mise en place, le développement d'armes nucléaires. C'est un grand retour en arrière. La contre-offensive ukrainienne qui serait imminente. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que vraiment ça peut être décisif ? Et qu'est-ce qui pourrait faire basculer cette guerre ? Alors, les Ukrainiens ont toujours comme objectif stratégique de libérer leur territoire de toute présence russe. Et pour faire atteindre cet objectif stratégique, ils ont pas d'autre solution que de lancer des grandes offensives. Il ne faut pas grignoter le front, et ça prendrait des années pour atteindre cet objectif. Non, il faut qu'ils cassent le front, il faut qu'ils percent, il faut qu'ils obtiennent. Il ne s'agit pas de gagner mètre par mètre. Non, il faut un énorme coup. Il faut que dans l'année qui vient, il y a une date butoir qui est quand même à laquelle tout le monde pense, ce sont les élections américaines. Les élections américaines, si les Américains sont le soutien principal de l'Ukraine, si aux États-Unis l'opinion bascule, qu'on change de pouvoir et que cette aide seul coup se réduit, voire se termine, la guerre sera peut-être perdue définitivement pour l'Ukraine. Ou en tout cas, ne pourront plus faire grand-chose à partir de ce moment-là. Donc en gros, ils ont un an pour atteindre leur objectif stratégique. Pour ça, il faut qu'ils aient des grandes victoires. Il faut qu'ils percent le front, qu'ils aillent, s'ils percent dans la région de Zaporizhia, dans le sud, il faut qu'ils aillent jusqu'à la ville de Melitopol, il faut qu'ils cassent le front. Ils peuvent pas faire les choses à moitié. Oui, il faut de grandes victoires. Sachant que même si cette opération réussit, même si c'est une grande victoire, ce ne sera pas décisif, à moins que la mer russe s'effondre d'un coup, mais ce qui est quand même peu probable, il faudra renouveler l'expérience. Donc il faut multiplier ces attaques. Quand vous nous dites ça, quand vous nous dites qu'il leur reste un an, en gros c'est jusqu'en novembre 2024, c'est-à-dire la date des élections américaines, ça veut dire que cette guerre n'est pas du tout prête de se terminer.
Ah non, probablement pas. Non, non, on n'est pas. Les conditions pour un arrêt du conflit ne sont pas du tout. Et quand on dit imminente pour cette contre-offensive, en réalité, c'est pas, enfin, l'acception du mot imminente, elle est assez large. Oui, elle est assez floue, évidemment. Encore une fois, il y a le temps, je veux dire, le temps stratégique. Il faut que les Ukrainiens obtiennent des résultats décisifs assez rapidement. Hein. Il y a l'élection américaine, mais il y a aussi le fait que simplement que l'Ukraine est un pays sous pression, qui est un pays exempt, ravagé, qui est ruiné, qui n'a pas forcément la possibilité de mener une guerre de cette intensité, en tout cas, pendant très longtemps. Et en même temps, il y a le temps tactique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... cette opération, elle est extrêmement importante. Si elle réussit, on l'a dit, il faut qu'elle réussisse et ce ne sera pas suffisant. Qu'est-ce qui pourrait être suffisant? Qu'est-ce qui pourrait véritablement... c'est-à-dire que si on en croit ce que vous dites sur des vraies grandes ouvertures dans le front, qu'est-ce qui ferait qu'à un moment ça basculerait? Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait dire qu'il y a un vainqueur, un vaincu? Il y a un vainqueur invaincu lorsqu'il y a quelqu'un qui se déclare vaincu et qui estime que le combat qui vient ne sert plus à rien et qu'on est dans une situation de sacrifice inutile. On n'en est pas encore là. Vous dites dans la conclusion de votre livre, Zelensky veut tout reprendre, Poutine ne veut rien lâcher. Oui. C'est ce qui constitue l'impasse actuelle. Oui, bien sûr. Là, actuellement, mais il n'y a pas de raison que ça change. Oui, il n'y a pas de raison. Alors après, maintenant, si par exemple cette offensive ukrainienne échoue, elle échoue complètement, on n'arrive pas à percer, là, il y aura forcément quand même un doute qui va s'installer. Si on s'aperçoit que les Ukrainiens sont incapables d'atteindre leur objectif, de libérer complètement le territoire, oui, il faudra peut-être réviser à ce moment-là les objectifs stratégiques. On continue à se battre tant qu'on a la perception que le sacrifice est utile, le sacrifice du jour est mais l'Ukraine peut perdre. Et qu'on a encore l'espoir que ça peut faire quelque chose. L'Ukraine peut perdre. L'Ukraine, oui, bien sûr, peut perdre. Après, vous savez, alors, pardon pour cette métaphore un peu sportive, mais la Russie, pour l'instant, gagne au score. Hein. Elle a conquis une partie du territoire ukrainien. Si la guerre s'arrête aujourd'hui, Vladimir Poutine peut se proclamer vainqueur. Hein. On est très loin de ce qu'il voulait faire, mais il peut dire, voilà, on a libéré le territoire, on a sauvé la Donbass d'une offensive, hypothétique offensive ukrainienne, on a annexé, on a libéré des provinces russophones du sud, etc., etc. Donc ça pourrait être effectivement une base de négociation, voire de paix actuellement. La guerre ukrainienne, officiellement, c'est pas une guerre européenne, en tout cas, c'est pas une guerre qui mêle les États européens de manière... ouverte ou assumée. Pour autant, 13 fois dans la loi de programmation militaire française, l'expression guerre en Ukraine revient. Et c'est bien face à cette menace, face à cette réalité de la guerre en Ukraine, que le gouvernement justifie désormais de monter très nettement l'effort de participation militaire, en renseignement militaire, en armement, le futur porte-avions. Et pour autant, Michel Goya, quand on vous lit et quand on vous écoute, cet effort considéré comme sans précédent n'est pas à la hauteur, ça n'est qu'un rattrapage. Oui, très clairement. Alors d'abord, on a une loi de programmation qui est sur le papier, 413 milliards d'euros, ça paraît très imposant. En réalité, c'est sur 7 ans. C'est-à-dire que ça va 3 ans au-delà du mandat de Macron. Donc en réalité, on est dans l'inconnu complet. Il aurait été plus réaliste. Et c'est crescendo. C'est-à-dire qu'en fait, il garde la partie où ils doivent vraiment faire un gros effort financier, justement pour ces années de la fin où ils ne seront pas forcément aux manettes. Il y a 200 milliards prévus pour les 4 ans qui restent du mandat, et puis 200 milliards aussi. Il faudrait mettre tout de suite de l'argent sur la table. C'est-à-dire qu'il faudrait faire l'effort immédiatement et ne pas le repousser à dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Oui, probablement. Mais alors, il y a un effort qui est fait, incontestablement, qui est fait déjà depuis un certain nombre d'années, en réalité depuis 2015. Il faut bien comprendre que le problème majeur des armées françaises, c'est pas forcément de s'adapter au contexte international, c'est de rattraper la crise dans laquelle on a été plongé pendant 25 ans. C'est-à-dire que de 1990 à 2015, on a réduit considérablement les moyens des armées. On a économisé des centaines de milliards d'euros sur le budget des armées. Voilà, tout simplement. Mais le résultat, c'est qu'on manque de munitions. On manque de tout. Le mot qui apparaît le plus dans la loi de programmation, enfin dans le projet de loi, c'est le mot cohérence. C'est-à-dire concrètement, cette loi, il y a 3 aspects. D'abord, on continue à se rééquiper, de se moderniser et de rattraper en réalité. On va dire que 80% de cet effort, c'est ça. C'est du rattrapage. C'est du rattrapage. Quand j'ai ouvert la loi de projet de loi, je suis allé tout de suite voir ce qui est demandé aux armées, le contrat opérationnel. On dit voilà ce que vous devez être capable de faire, être capable de déployer sur le terrain. On s'aperçoit que ce qu'on demande de faire en 2030, c'est
toujours la même chose que ce qu'on demande de faire en 2013, depuis 2013. On ne saura pas faire plus, on n'aura pas les moyens de faire plus. Donc on est toujours en train de rattraper un désastre, tout simplement. Et puis le deuxième axe, c'est le mot qui apparaît le plus, je dis, c'est cohérence. Cohérence, ça veut dire, très concret, c'est un euphémisme pour dire qu'on s'est aperçu qu'on avait plein de lacunes, et c'est là que la guerre en Ukraine est importante. On résout les problèmes que lorsqu'on les voit, finalement. On savait qu'on manquait de plein de choses, mais là, on s'est dit, on est bien obligé d'essayer de résoudre ces problèmes. On s'est aperçu qu'à faire la guerre, il faut des obus. Bon, on n'en avait plus. Donc on va dépenser 16 milliards d'euros pour se rééquiper en munitions, qu'il nous manquait telle chose, qu'il nous manquait, etc. Donc là aussi, on fait du rattrapage, de l'adaptation. Et puis un troisième aspect où, effectivement, on investit un petit peu dans certains domaines un peu modernes, un peu nouveaux. Un peu, comme vous dites. On investit, on explore. Michel Goya, vous parlez donc de désastre. On manque de tout. Cette loi de programmation militaire qui, je le disais, est encore en discussion à l'Assemblée. Merci à vous. Je recommande la lecture de votre livre « L'ours et le renard ». C'est publié aux éditions Perrin.